IDFM 98 de la bande FM et au-delà du miroir. En direct ce soir avec Michel Hull, U2L, écrivain spirituel, autour de son livre Des émotions à l'absence d'aimer et aimer mieux à aimer plus. Une co-création spirituelle qui propose des postulats originaux, un vaste travail sur les émotions, dont des cartes sur les émotions en mind map. L'absence d'aimer qui est le fléau sur terre et met en lumière l'émotion qui se cache derrière son nom. Elle serait en fait celle qui nous permet de nous couper de l'amour avec un grand A et de devenir le noyau dur de l'orgueil, du mépris. Son livre propose aussi des exercices simples et efficaces pour vivre mieux et être mieux. C'est une émission par téléphone. Je vais dire bonsoir à Michel Hull. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Alors vous m'entendez avec l'accent qui vient d'où, cet accent ? Il vient du sud, entre Montpellier et Nîmes, à la ville au milieu qui s'appelle Lunel. Donc c'est à quelques kilomètres des plages, Gros-du-Roi, Grande-Motte, par la Vasse. Vous nous faites rêver là. Oui, surtout que maintenant le soleil est revenu un peu, donc du coup on va pouvoir bronzer et profiter. Alors, écrivain spirituel, c'est quoi un écrivain spirituel ? Eh bien, en fait, un écrivain spirituel, je ne suis pas le premier et pas le dernier. C'est les personnes qui, en fait, transcrivent des messages de ce qu'on appelle les dimensions spirituelles ou de l'au-delà. Donc, ça a commencé avec Allan Kardec. Je crois que Victor Hugo aussi avait commencé à écrire des messages venus de l'au-delà. Donc, écrivain spirituel, c'est peut-être un nouveau genre pour définir justement les personnes qui écrivent inspirées, soit pour apporter des solutions, soit pour conseiller, soit pour expliquer les choses sur la spiritualité, sur la société, etc. Un cas connu, c'est le Neil Walsh avec Conversation avec Dieu. Avec Dieu. Voilà, il y a aussi Seth, qui est moins connu, qui était dans les années 80-90 que... En fait, écrivain spirituel, c'est quoi ? C'est une personne qui réceptionne des messages venus des dimensions spirituelles pour apporter des explications diverses. Alors vous dites, je me prénomme Michel et je vis dans le sud de la France. J'ai un talent de médium. Cela me permet d'être inspiré par des guides du domaine spirituel et par un grand D. On saura plus tard ce que c'est que ce D. Et le livre que vous avez fait est le résultat de plusieurs années de recherche, de lecture sur le thème des émotions, de l'identité, des mémoires et le fruit de votre expérience, que ce soit les libérations des mémoires, exploration des émotions et de la conscience. Alors, comment tout cela a-t-il commencé ? Vous pouvez nous le dire ? Bien, tout ça a commencé parce que quand j'avais entre 25 et 30 ans, j'ai fait une dépression. À l'époque, ça se connaissait pas, enfin, ça n'était pas reconnu. Et en recherchant à me libérer de cette souffrance intérieure et quelque part cette crise d'identité, j'ai étudié le chamanisme, je suis entré dans une association culturelle qui formait à l'ésotérisme. Et donc, je cherchais un peu à comprendre pourquoi je suis là, pourquoi cette souffrance, pourquoi ce décalage entre l'impression d'être, qu'on appelle ça, un étranger, une terre étrangère, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a mené à rechercher le pourquoi de la chose. Donc, il y a eu le chamanisme, il y a aussi une lecture d'un auteur controversé parce que autant ce qu'il écrit a du sens, autant ce qu'il en a fait est beaucoup moins glorieux. C'est les livres de L. Ron Hubbard sur la dianétique, où là, il expliquait que le problème du mental et de la pensée, c'était lié à des émotions qui étaient enregistrées dans le corps, des schémas, donc du coup que la mémoire interférait avec le mental. Et ça a été, je dirais, le premier indice pour me dire que effectivement, ce que l'on porte en soi interfère avec notre identité. Et il y a le fait que quand moi j'arrive dans l'incarnation, je viens peut-être pour quelque chose,
Mais comme j'arrive avec l'amnésie, les parents commencent à dire tu seras maçon, tu seras ceci, tu feras cela. Et quelque part, il y a, comme ça s'appelle, un conflit entre l'être que je suis et l'identité qui se construit en relation avec l'extérieur. Et c'est ce qui fait que, voilà, donc, vers la trentaine, dépression, et après cheminement pour étudier, pour comprendre justement qu'est-ce qui se passait. Alors, vous avez voyagé un peu dans des multimondes, la dimensionnalité de l'esprit. Vous avez fait au moins une décorporation. Voilà, dans ma démarche de comprendre la conscience, qui j'étais, qu'est-ce qui se passait, et puis par rapport justement aussi à des livres comme ceux de Mauroi Gévaudan, je suis tombé sur l'œuvre de Carlos Castaneda, là encore un auteur plus ou moins controversé. En tout cas, les explications qu'il donnait sur le rêve m'ont permis, à titre personnel, de justement d'apprendre à sortir du corps. Et c'est vrai qu'au bout de, ça m'a pris 2-3 ans, je crois, à réussir à justement sortir hors du corps, à me déplacer dans le centre d'accueil où j'étais gardien, à voyager pour aller rencontrer une amie, etc. J'ai même fait un saut dans le temps, puisque quelques semaines, quelques mois avant de quitter le centre d'accueil qui fermait, j'avais fait un saut dans le temps où j'avais vu des modifications à l'extérieur du bâtiment. À l'époque, je croyais que c'était simplement un rêve de plus. Et finalement, quand ça a fermé et que je suis parti, j'ai eu l'occasion de revenir parce qu'après ça a ouvert pour une autre institution. Et là, j'ai vu qu'il y avait bien les modifications que j'avais vues dans l'avenir, quoi. Et tout ça, ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. La première, c'est que quand on sort hors du corps, on peut se retrouver dans le corps énergie, c'est ce que j'avais vécu quand je me suis déplacé. Et puis j'avais fait une autre expérience qui était encore plus troublante, c'était que j'étais ni dans le corps énergie, ni dans mon corps physique, dans une troisième position, et c'est ça qui m'avait amené à comprendre que la conscience, elle est plus complexe que ce qu'on nous raconte. Et concernant ce que moi j'appelle avec mes mots, je ne suis pas la vérité, c'est mes mots que j'apprenais sur le tas, le multimonde, c'est en fait se déplacer sur des dimensions, des plans différents qu'il y a par rapport à la Terre, et où je pouvais voir par exemple des esprits de la nature, et surtout rencontrer ce qu'on appelle des êtres de lumière, des guides de lumière, et c'est là que ça a commencé une aventure sur de découvrir que il n'y a pas que la Terre. Il y a bien des dimensions qui sont à peut-être un cheveu de nous, quoi. Oui, alors on va peut-être parler de ces fameuses émotions qui sont vraiment le thème de votre livre. Vous commencez par le règne végétal avec les plantes. Les plantes, on avait fait une émission avec ici sur l'émotionnel des plantes. Les plantes auraient 3 émotions: la peur, le stress ou la joie. Enfin bon, les émotions sont inhérentes aux vivants et elles aident à la survie des espèces. Dans le monde animal, il y aurait un peu plus d'émotions. Il y aurait la peur, la colère, la tristesse, le dégoût dont nous allons parler beaucoup au cours de cette émission, et la joie. La peur pour fuir le prédateur, un adversaire trop fort, un danger dans l'environnement. La colère pour protéger son territoire, son intégralité, son clan. La tristesse pour intégrer une perte et guérir de la douleur qui en découle. Le dégoût pour couper un lien, expulser un membre du groupe, refuser une relation, un échange. Et la joie pour partager, s'amuser, échanger en famille, entre amis, avec la communauté. On va un peu plus parler du dégoût aujourd'hui dans cette émission. Le dégoût, c'est une émotion qui est là pour couper les liens. À un niveau simple, on pourrait dire ça.
Après, bon, les émotions, je dirais pas plusieurs rôles, mais c'est peut-être un peu plus sophistiqué qu'une simple description qui souvent elle est avec la raison, elle est trop rapide. En fait, c'est quand j'ai vu le film d'animation Vice Versa qui m'a fait prendre conscience de l'émotion de dégoût, qui est une des 5 émotions dont on dit qu'elles sont reconnues universellement à travers qu'on appelle ça à travers le visage, voilà. Lorsqu'une personne avec le visage exprime le dégoût, c'est reconnu sur les 5 continents, ou les 4 continents. Idem pour la colère, la peur, la tristesse ou la joie. Donc, du coup, le critère des 5 émotions universelles, c'est parce que, à travers le visage, à travers une attitude, on peut les reconnaître. Et donc, par rapport au dégoût, ce qui m'a surpris, c'est bon, disons que ce que j'ai compris, moi, quand j'ai commencé à explorer mon propre ressenti par rapport à cette émotion, c'est le fait que si, par exemple, on me propose un plat, je dirais, exotique, du style des vers de terre ou des insectes, de prime abord, j'aurais une réaction de dégoût. Et en fait, par rapport à mes critères personnels, il y aura une réaction de non-contact, de non-communication. Idem, par exemple, dans un collège ou dans une réunion, il y a certaines personnes qui auront un style de vestimentaire ou d'attitude, etc. Et le dégoût, ça va être une réaction en fonction de mes critères, de ce que moi j'accepte comme style de personnage, d'attitude, etc. De pouvoir dire non, avec eux, je ne vais pas y aller, je ne vais pas rentrer en contact, je ne vais pas communiquer, je ne vais pas mettre une relation. Donc, de prime abord, après, je ne suis pas la vérité comme j'aime à le dire, le dégoût, c'est effectivement cette émotion qui pourrait nous permettre de nous couper de l'amour, c'est-à-dire de ne pas créer de lien parce que ce que l'on rencontre en face de soi ne correspond pas à nos critères. Vous dites aussi, c'est la même chose qui nous arrive quand on voit un clochard ou quelqu'un qui est sale, qui est sur le bord de la route. Une sorte de dégoût, c'est aussi le dégoût de ce qu'on ne veut pas être. Voilà, après, de toute façon, si le dégoût renvoie à nos critères intérieurs, lorsqu'on rencontre quelque chose qui, de prime abord, va déclencher l'émotion du dégoût, ça peut être la peur de devenir comme elle, la peur de ce que l'autre renvoie, mais qui justement on ne veut pas être, quoi, ou on ne voudrait pas devenir. Ouais, je ne sais pas si je suis clair. Si, je crois que tout le monde nous a compris. Alors, les émotions sont en contradiction avec l'amour. L'amour est stable, permanent, calme et il structure. Les émotions sont temporaires, changeantes, dynamiques et tendent à séparer. Eh bien, là encore, l'émotion ne fonctionne qu'à partir d'un déclencheur. Par exemple, même l'enthousiasme, qui est une émotion positive, elle va se déclencher par rapport à quelque chose qui vous touche, avec plus ou moins d'intensité. Pourtant, vous n'allez pas pouvoir rester dans l'enthousiasme. C'est chaque fois la rencontre, ou en tout cas le contact avec le déclencheur, qui peut maintenir l'enthousiasme. Donc, les émotions sont déclenchées par un élément extérieur ou intérieur. Par exemple, j'ai une pensée, un beau soleil, et donc ça va peut-être me déclencher une émotion de joie, de paix ou de plaisir, alors que ça peut être un élément extérieur, quelqu'un qui vient vers moi, qui me sourit, un parent ou un ami qui me sourit, qui me fait une accolade, et du coup, c'est cet élément extérieur qui va déclencher l'émotion. Et l'amour, il semblerait que l'amour, c'est au contraire, c'est quelque chose de stable qui est justement calme et immobile. Et c'est peut-être même pour ça un peu, après, à tort ou à raison, je ne suis pas la vérité, qui a fait qu'on a un peu délaissé l'amour dans son essence pour justement focaliser sur l'émotion, puisque l'émotion renvoie au mouvement, à l'action, quel qu'il soit.
Et alors que dans l'amour, surtout lorsqu'on aime au niveau profond, au niveau essentiel, c'est plutôt un état d'accueil, d'ouverture, d'immobilité. Quand on est dans la forêt, par exemple, on peut ressentir un état de calme et d'amour avec la nature. On n'a pas nécessairement envie de bouger, de danser, de taxer. On est plus dans être immobile pour se relier aux autres. Et en cela, je dirais pas qu'il y a conflit, mais c'est plutôt les émotions et l'amour sont deux choses différentes. Et dans notre société, on met en avant, de prime abord, dans ma réflexion, l'émotion parce que ça renvoie au mouvement, au fait de courir, de faire, de créer, de construire, il faut produire, il faut être tout le temps dans le mouvement. Voilà. Alors, pour pouvoir comprendre le rôle des émotions et pourquoi les maîtriser pour revenir à l'amour et à aimer, nous devons partager un préambule, quelques explications et 3 postulats de base. Je suis un peu dans votre livre là qui essaye de nous comprendre un peu ce que sont les émotions. Et on a des tendances à avoir certaines. Dans vos explications, on tendrait à généraliser le comportement, les attitudes, les croyances, et ce pour 2 raisons. La première raison est que je n'ai pas réalisé personnellement de recherche scientifique ou statistique concernant la société, c'est vous qui parlez. Et la deuxième raison est que vous êtes un homme comme les autres, du fait de votre vécu et de votre parcours, qui sont similaires à une majorité de personnes sur Terre. Vous présupposez en effet que ce que vous vivez est également vécu par une majorité à tort ou à raison. Et c'est souvent à raison, puisque en lisant votre livre, on s'y retrouve. Voilà, donc oui, c'est dans mon écriture, en plus c'est une écriture inspirée, c'est-à-dire que je capte une information qui m'est transmise, donc je ne suis pas nécessairement, qu'on appelle ça, dans une pensée, qu'on appelle ça, je reprends. Lorsqu'on fait de la recherche scientifique, on se base sur des données extérieures qu'on accumule. Donc on peut, on lit, mettons, 10 rapports, on prend des notes, on fait des synthèses. Donc on peut structurer, se baser sur les faits. Comme je suis dans une écriture inspirée où j'ai tendance à écrire ce que l'on me souffle, l'idée de prendre une certaine généralisation et de prendre mon expérience comme référence, ça avait une facilité pour les explications qui étaient inspirées, enfin soufflées. Et d'autre part, effectivement, le livre se veut justement, qu'on appelle ça, une sorte de vulgarisation, une sorte de mise au clair que tout le monde puisse lire et comprendre. Oui, voilà. Il est assez facile. C'est ça l'idée, le but. Il est assez facile à lire. Alors, votre premier postulat, c'est que nous sommes des consciences énergétiques aimantes et spirituelles, des CEAS, des consciences énergétiques aimantes et spirituelles. Alors, ça m'a été soufflé récemment, c'est-à-dire il y a quelques mois. Mais l'idée, c'est que, effectivement, à partir de mes expériences de NDE, de sortir du corps, le fait que nous soyons une conscience hors du corps, qui existe indépendamment du corps physique, ça c'était ma première expérience. Ensuite, la notion énergétique. C'est-à-dire que la conscience, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'un support. L'information, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'un support. L'information qu'il y a sur, par exemple, une musique a besoin d'un CD-ROM, voire même des instruments de musique pour pouvoir vibrer. Donc la conscience a besoin d'un support et le support le plus universel mais aussi le plus adaptable, c'est l'énergie. Aimante, pourquoi? Parce que fondamentalement, je pense que on a une nature liée à l'amour dans le sens générique du terme, c'est-à-dire que l'amour nous impulse à créer des liens, aller vers l'autre, partager, se rassembler. Donc l'amour permet de structurer, d'amener des relations multiples et diverses,
Donc, consciente et aimante parce que sans amour, à la rigueur, on serait indifférent à ce qui se passe. Sans amour, on pourrait, à la rigueur, errer sur Terre, indifférent aux choses. On n'aurait pas envie de communiquer, de partager, de créer, voilà, de vivre en interaction. Donc, d'où aimante. Et spirituel, alors spirituel renvoie à la notion d'esprit, c'est-à-dire la nature. Là encore, ce terme est tellement galvaudé, mais l'idée principale de spirituel, c'est que ça renvoie à la nature de l'esprit, celle que l'on appelle de Dieu ou la conscience universelle. Et donc, on serait, notre nature serait liée à cette conscience universelle, cosmique, qu'après on met le terme selon notre compréhension dessus. D'où le fait que, voilà, conscience énergétique, aimante et spirituelle, c'est un postulat que je propose, qui me semble qu'il a du sens par rapport à mes expériences de sortir du corps, par rapport aux témoignages NDE qu'on peut lire ou écouter dans des vidéos YouTube. À mon avis, ça, c'est quelque chose qui pourrait donner du sens à qui nous sommes réellement en dehors de ce corps physique, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui fait que quand on décède, on remonte sur des plans dimensionnels? Le terme de fantôme, c'est pas trop adéquat. Le terme de conscience ou de défunt non plus, c'est pas très explicite. Là, le postulat conscience énergétique, aimante et spirituelle, à mon sens, et je ne suis pas la vérité comme je dis, pourrait vraiment fournir le bon terme pour expliquer qu'une personne qui décède, eh bien, effectivement, elle pas remonte, mais elle retourne vers un plan dimensionnel qui est propre à sa vibration en fonction de son niveau d'amour, ou au contraire, si elle est très impliquée dans des émotions de peur, de colère, etc., qui fait qu'elle restera proche de la Terre. On va faire une pause musicale, on va se retrouver tout de suite après, Michel Hull. Et voilà, on va repartir. C'est Les couleurs des émotions d'un certain Florian de la Bracherie. Nous retrouvons Michel Hull, cet écrivain spirituel qui va poursuivre un peu avec nous cette émission. Alors, il y a une bonne nouvelle que vous donnez, savoir que nos difficultés dans un ou plusieurs domaines de notre vie sont dues à notre ignorance en termes de connaissances, de compétences et d'expérience. C'est désagréable à entendre, mais cela implique aussi que nous pouvons réapprendre ce que nous ignorons ou ce que nous avons oublié. Vous êtes toujours là, Michel? Oui, je suis là. Mais tant mieux. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement, réapprendre ce que nous ignorons ou ce que nous avons oublié? On va le trouver un peu dans votre livre. Alors tout d'abord, je crois qu'il faut préciser un peu à quoi ça fait référence cette information. En fait, si je prends le postulat que je suis une conscience énergétique qui vit sur des plans dimensionnels, et si je pars du postulat que du coup je peux m'incarner à maintes reprises sur Terre, du coup en fonction de mes incarnations, je peux me spécialiser dans un ou des domaines. Je prenais l'exemple de Mozart, par exemple. Si il est difficile de comprendre comment un enfant peut être génial dans la musique, à moins que ce soit un coup de chance de loterie. Par contre, si nous présumons que Mozart a vécu 10 vies, qui s'est dit je vais me spécialiser dans la musique, à la 11e incarnation, il nous sort des œuvres magistrales parce que il utilise toutes ses compétences musicales qu'il a emmagasinées dans ses vies précédentes, ses incarnations précédentes. Eh bien, ce qui fonctionne dans l'apprentissage ou le renforcement d'une compétence, heureusement ou malheureusement,
tendance à être un peu, à voir beaucoup, voir dans le sens large. Bref, on peut aussi oublier. Par exemple, mettons qu'il y a une dizaine de vies, j'étais moine et je me décide à m'intéresser à la vie matérielle. Et je renonce donc à mes pratiques spirituelles. Puis la vie suivante, pareil. La vie suivante, pareil. Et même au niveau de ma vie sociale et matérielle, au lieu de me faciliter, au lieu de me perfectionner, m'expertiser dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, je décide, par exemple, de devenir salarié et de vivre d'une vie à l'autre dans le côté un peu, pas facile, mais oui, on peut dire un peu facile du salariat. Eh bien, à l'onzième vie, je peux me retrouver avec un manque d'informations, de compétences, de connaissances multiples et diverses. Donc, je sais, je suis un bon salarié, je sais, j'ai des facilités à faire assurer les ordres ou à réaliser des tâches qu'on me demande. Par contre, si je voulais réintégrer un processus spirituel, eh bien là, j'aurais tout un travail de réapprentissage au niveau de ce qu'est la spiritualité, des pratiques spirituelles, de la pratique, différentes pratiques spirituelles. Pareil, si je veux décider de devenir un entrepreneur, pourquoi pas un millionnaire, eh bien, malheureusement, du fait d'un parcours dans les vies de réincarnation comme salarié, il me sera très difficile de devenir un entrepreneur performant qui qui réussit le million, etc. Donc c'est pour ça que je disais par rapport à ce texte-là, c'est que autant d'une incarnation à une autre, on peut emmagasiner, s'expertiser. Du coup, en fonction de nos facilités, on peut voir là j'ai facilité dans l'entrepreneuriat, là j'ai facilité dans le côté artistique, ou l'écriture, ou la peinture, ou la musique, etc. Et d'un autre côté, je peux avoir des difficultés sur d'autres domaines de vie où justement, d'une incarnation à une autre, je ne m'en suis pas occupé. Voilà. Comme il faut tout essayer de toute façon. Oui, non. Le souci, c'est que on est limité dans le temps. Donc, si on veut tout essayer, on est un peu, on peut être bon en tout et excellent en rien, comme dit un dicton. Oui, mais ça c'est dans la vie. On n'a pas trop de temps, donc. On a l'éternité quand même. Oui, mais pour avoir l'éternité. Mais après, c'est aussi le fait que si on essaye tout, quelque part, mais moi, c'est vrai que théoriquement, sur un plan pas idéal, mais ultime, oui, je peux faire tous les métiers, toutes les pratiques, m'éveiller à tout. C'est vrai qu'ultimement, oui, on a le temps pour ça. Alors, dans votre livre, on revient sur les émotions. Les émotions, en premier temps de notre enfance, nous individualisent. Et il y a aussi quand les émotions deviennent des énergies toxiques. Est-ce que vous pouvez un peu développer ça? Alors, dans ma démarche personnelle pour comprendre ce qui se passait en moi, au fur et à mesure que je travaillais sur les émotions, je me suis aperçu qu'effectivement, les émotions, il semblerait que l'un des rôles des émotions dans ce corps biologique, d'ailleurs, en aparté, j'ai un postulat que les émotions sont étroitement liées à notre fonctionnement biologique. C'est pas les émotions ne sont pas un héritage de notre conscience énergétique, mais c'est plus un lien avec le corps biologique organique. Et donc effectivement, dans mon travail sur découvrir comment ça fonctionnait, surtout pour aller vers mieux, je me suis aperçu que les émotions nous aident à nous individualiser. La peur, par exemple, nous permet de nous rendre vigilants, de
savoir fuir un danger, de protéger notre individualité. Quant à la colère, c'est quand quelqu'un nous fait du mal ou franchit notre territoire sans notre autorisation et qui devient important, la colère nous permet de protéger notre espace personnel, individuel, contre l'intrus. Bien sûr, ça peut s'agrandir au niveau familial. Si je veux protéger ma famille, eh bien, dans ces cas-là, la colère va me servir pour me protéger contre les agresseurs. La tristesse, pareil, ça nous permet lorsqu'on est malade, lorsqu'on est blessé, de trouver un coin pour laisser le corps se guérir, pour nous permettre de nous guérir. Ça, je suis aperçu avec notamment mes animaux, où j'ai vu mes chats ou mes chiens qui, lorsqu'ils n'étaient pas bien, ils allaient dans leur coin, se mettaient en boule, et si on venait les toucher ou autre, voire ils grognaient un peu, pour nous dire « laissez-moi tranquille ». Le dégoût, ça nous permet, selon nos critères, de dire est-ce que j'entre en communication, en relation avec tel type de personne plutôt que tel autre. Voilà. Oui, mais ça nous donne aussi un sentiment de supériorité, vous dites, et de mépris à l'égard d'autrui, le dégoût. Oui, c'est toutes les émotions, quand c'est vécu avec modération, c'est idéal et ça nous aide à vivre sainement. C'est quand ça monte en excès que là ça tourne au vinaigre. Par exemple, la colère en excès, c'est la rage, c'est l'agressivité, c'est voire la haine. La peur, si c'est un excès, on passe de l'angoisse à l'anxiété, la terreur, la phobie. Donc le dégoût, c'est pareil. À son niveau simple et sain, c'est ça qui nous permet, selon nos critères, de dire avec qui je relationne ou pas, entre autres. Par contre, si pour ma survie, si pour mon fonctionnement personnel individuel, je prends le dégoût comme noyau émotionnel phare, eh bien effectivement, ça peut nous amener à cette notion de je veux pas me relier aux autres parce que moi je, et en fait, je dirais, mais c'est notre aspect. On a des dominances émotionnelles, voilà, on peut dire ça comme ça. Chacun, selon le fonctionnement dans l'enfance, va prendre une dominance émotionnelle. Et dans le cas du dégoût, si on s'insère comme un noyau dur pour se protéger, pour s'exprimer, pour survivre ou pour s'imposer, il semblerait que dans ma démarche de récapitulation et d'expérience personnelle, que ça tend justement effectivement à un niveau de mépriser les autres, de se sentir supérieur aux autres, parce que pour X raisons, par exemple, pour ma part, j'avais des facilités intellectuelles qui fait qu'effectivement, mon niveau qu'on appelle ça d'orgueil, de sentiment de ma propre importance était monté très haut. Parce que entre le dégoût qui me permettait de me protéger et d'assurer mon individualité et le fait de m'appuyer sur ma supériorité intellectuelle, sur mes facilités à comprendre, etc., du coup, effectivement, l'émotion rentre en mode excessif et là, ça se transforme en orgueil, en un mépris des uns et des autres, etc. C'est moi, je sais plus que les autres ou je sais la vérité et que hors de moi, pas de salut, quoi. Oui, voilà. Alors il y a tout un chapitre sur les émotions. Ça, c'est aussi comment on crée le corps émotionnel, on peut dire, des enfants. Et alors, forcément, après, il y a l'âge de raison et il y a la raison qui est là. Et vous dites que la raison est rigide, stable, permanente, calme. Elle peut se sentir inférieure à ou au contraire se sentir supérieure à. De ce fait, il y a d'autres exemples. De ce fait, la personne de raison aimera la recherche, mais elle n'aimera pas trouver de solution. Là, c'est une des indices qui m'a été fourni par rapport à la raison, c'est
les enseignements du Naga Jean-Baptiste de Carlos Castaneda où le Naga disait que la raison était une fonction organique, qui était une fonction dans l'homme. C'est pas une, on appelle ça, c'est pas un état psychique. C'était une fonction organique de l'homme. Et en fait, lorsque je suis penché là-dessus, il se trouve que l'enfant, lorsqu'il s'incarne, il est dans un processus énergétique lié à l'amour, lié au sentiment, donc il a plus de facilité à s'intégrer à travers les émotions. D'autant que les émotions lui servent à s'individualiser, à se protéger, à exprimer sa propre vibration. Et la raison, dans ce complexe qui est notre corps, qui est complexe mais pas compliqué, serait un espace où justement c'est un endroit calme, c'est un espace de calme, c'est un espace de neutralité. D'ailleurs, on apprend la raison pour justement maîtriser les émotions, parce que les émotions, si on ne sait pas les maîtriser avec la raison, ça nous chamboule à tout moment. En étant caricatural, le lundi je ris, le mardi je pleure, le mercredi je crie, le jeudi je ris, etc. Avec la raison, je peux avoir un minimum de contrôle, du moins dans une éducation saine, pour justement maîtriser ce mouvement qui est émotionnel qui est en moi et de pouvoir choisir, est-ce que je me mets en colère ou est-ce que je la retiens, est-ce que je me laisse dominer par la peur ou est-ce que je la garde simplement comme une vigilance par rapport à une situation, etc. Donc la raison semblerait être une fonction biologique, une fonction biologique qui permet à la conscience de se poser pour pouvoir maîtriser justement les émotions. Et le souci, c'est qu'en Occident, entre autres, la raison est devenue justement trop dominante, elle est montée en excès, puisque quelque part hors de raison, point de salut. Et c'est vrai que la raison a permis le développement de la science, a permis de se maîtriser au niveau des émotions, donc par rapport à nos pulsions intérieures, etc. Mais en Occident, entre autres, c'est devenu trop dominant au point que ça surcontrôle les émotions, ça se coupe de l'amour, c'est devenu plus un problème qu'une solution. Et par rapport au fait que je disais que la raison peut, se comparer, c'est que la raison pure, elle est inefficace. La raison pure, c'est par exemple, je dois prendre une décision pour acheter une maison, je vais commencer à lister tous les oui et tous les non et à rechercher toujours plus d'informations pour savoir est-ce que je peux acheter la maison. Et ce qui fait que je peux prendre une décision par rapport à l'achat de cette maison, c'est une émotion. C'est soit j'aime la maison, le contexte, soit au contraire, le quartier me fait sentir du malaise, donc de la peur, je n'achète pas. Soit au contraire, il y a un paysage magnifique, donc du coup ça me fait ressentir de la joie ou autre. Et donc c'est l'émotion qui va me permettre de prendre une décision. Du coup, la raison, effectivement, pour peu qu'elle ait une alliance avec, entre autres, le dégoût, eh bien, il peut y avoir ce côté d'être capable, comment dire ça, de pas savoir prendre la décision, peut-être. Pas par rapport par rapport aux décisions, mais c'est aussi par rapport le fait de pas se juger, de se comparer, de se comparer aux personnes. Donc forcément, ça coupe. Ça coupe de l'amour. On va faire la dernière pause musicale. C'était le dégoût de quoi je sais pas, mais le dégoût. En tout petit déjà, c'est fou comme tout fou le dégoût. Voilà, c'était Alain Souchon, c'était en 1980, c'est une chanson qui
qui nous parle bien. Est-ce qu'on a le dégoût en ce moment, 2018? On ne sait pas de quoi, on ne sait pas de qui, on ne sait pas pourquoi. Ce dégoût, il est là. On ne sait pas vraiment d'où il vient, Michel Hull, ce dégoût, quelque part. Hein, il est là, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'est pas dans l'amour? Je pense que déjà, cette émotion-là, il faudrait la reconnaître au même niveau que la peur ou la colère, ne serait-ce que pour pouvoir l'identifier. Parce que, par exemple, lorsque les enfants ont un rejet du légume, si on met un mot sur le fait qu'ils ont une émotion d'égout et on le reconnaît pour pouvoir le maîtriser, déjà, ça serait une bonne chose. Ensuite, je pense aussi que en conséquence que cette émotion-là, elle n'est pas quelque part reconnue au même niveau que la peur ou la colère, du coup, on n'en voit pas ses effets. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a des qualités, comme moi, j'avais des capacités intellectuelles un peu supérieures en moyenne, puisque j'avais fait un test de coefficient et j'étais du style enfant précoce, c'est-à-dire pas génial, mais au-dessus d'un moyenne. Si en plus je l'associe à l'émotion du dégoût, dont je ne reconnaissais pas, je ne savais pas sa force, sa puissance et son expression, c'est là où effectivement, une expérience de me couper des uns des autres, peu à peu, effectivement, on en arrive à se couper de l'amour. D'autant que il semblerait que l'amour soit une dimension autre qu'une dimension à lui-même, et ce n'est pas nécessaire. L'amour tel qu'on le conçoit, l'amour romantique, l'amour amoureux, etc., même l'amour spirituel, n'est pas intrinsèque à nous. C'est un peu compliqué parce que je découvre des choses au fur et à mesure que j'entre dans les détails. Et donc, si l'amour est une dimension en elle-même, eh bien, effectivement, on peut se couper de cette dimension-là, de cette énergie-là, et d'autant plus facilement que on met l'accent sur nos émotions, sur la raison, et peu à peu, on apprend à ne plus aimer, ou plutôt à aimer de façon catégorique, catégorielle, on va dire ça comme ça. J'aime mon chat, mais je ne vais pas aimer mon voisin. J'aime une voiture, mais je ne vais pas aimer le vélo. J'aime ma famille ou ma femme ou mes enfants ou tac, et je ne vais pas aimer mon frangin avec qui je suis fâché, etc. Oui, mais en même temps, dans la chanson d'Alain Souchon tout à l'heure, on pourrait considérer le dégoût comme la nausée. C'est quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. On n'est pas bien. Il y a quelque chose qui manque. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer. Enfin, c'est quand même le dégoût. Il y a le goût. C'est un peu comme une nausée. C'est vraiment comme si on n'était pas dans l'amour, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il manquait quelque chose dans la vie, dans sa chanson. Il savait pas d'où ça venait, mais voilà. D'après ce que j'ai compris à travers les explications qui m'ont été données, à travers mon exploration de cette émotion, effectivement, comme je disais un peu plus tôt, le dégoût fonctionne en réaction à nos critères. Donc, j'ai des critères qui peut-être ne sont pas conscientisés concernant ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Et si je me confronte à une réalité qui, justement, est contraire à ces critères que peut-être je n'ai pas définis ou je n'ai pas conscientisés, du coup, je vais avoir une réaction de dégoût, mais je ne saurais pas pourquoi. En étant caricatural, si je suis à l'aise avec je dirais un milieu qui n'est pas nécessairement propre, optimal, lorsque je vais entrer dans une pièce hyper propre, je vais être mal à l'aise puisque j'ai l'habitude de vivre dans un lieu où il y a de la poussière. A contrario, quelqu'un qui est habitué à vivre dans un lieu qui est nickel de chez nickel,
dès qu'il va rentrer dans une maison de campagne où il y a un peu de poussière, il y a peut-être des toiles d'araignée comme chez moi où c'est la campagne pure, il va y avoir une réaction de dégoût parce que par rapport à ces critères de propreté ou de sa version de ce qui est ordonné, il va y avoir une réaction de ça j'aime pas. Vous dites que l'émotion du dégoût est la seule émotion qui permet de couper le lien d'aimer. Eh bien, c'est effectivement l'idée qui m'est à la fois venue, mais aussi à l'expérience. Je m'explique. Je suis à la terrasse et mon enfant s'amuse près d'un arbre où il peut grimper. Je le vois qui commence effectivement à grimper sur l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une réaction de peur. Eh bien, cette peur, elle est liée parce que j'aime mon enfant. C'est pas une émotion qui est, comme on dit, anti-amour. C'est parce que j'aime mon enfant que j'ai cette émotion de peur, d'angoisse qui fait que je vais intervenir ou pas, que je vais interdire ou pas. Pareil pour la colère. Qu'est-ce qui me met en colère? C'est parce que je vois quelque chose qui j'aime les animaux, par exemple, j'aime les animaux. Je vois quelqu'un qui maltraite son chien dans la rue. Ça risque de me mettre en colère et de me faire intervenir. Si je vois qu'un enfant agresser un autre enfant, je vais peut-être intervenir, toujours la colère. Dans le cas du dégoût, justement, ça coupe. Si ça nous permet par rapport à nos critères intérieurs, de ne pas créer un lien. Ça permet de s'enfuir. Ça permet de fuir. Pas de fuir, mais de choisir avec choisir ce qui est bon pour nous à la rigueur. Voilà. Mais là, on va arrêter cette émission parce qu'il il reste pas beaucoup de temps. Donc, on peut vous retrouver. Vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous vous appelez Michel Hull, U2L. Pour ceux que ça intéresserait, il y a beaucoup de vidéos où vous parlez même de la méditation, de toutes ces techniques que vous avez étudiées. Ce livre, il n'est pas encore paru, je crois, des émotions à l'absence d'aimer. Voilà, il va passer en correction en juin. Il paraîtra en papier mi-juillet, fin juillet, si le calendrier tient la route. D'accord. Et vous avez un blog, non? Vous avez un... Par contre, alors moi je propose aux personnes qui le souhaitent de précommander la version livre. Par contre, sur le site, ils trouveront une version numérique. Donc, alors, elle est bien. Cette version numérique est sympa parce que quand on appuie sur les liens, on tombe sur des vidéos. Donc, ça permet de lire et en même temps de voir des vidéos. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a aussi tout un tas d'exercices. Des exercices, des phrases à se répéter, puis des exercices de bilan de compétences. Enfin, il y a beaucoup de liens sur... La version numérique a cet avantage que n'aura pas le papier, c'est qu'on peut aller directement sur le site. Voilà, et donc vous pouvez trouver le livre qui sera en précommande avec une offre exceptionnelle pendant 24 heures. C'est sur kiamishop.com. Donc Kiami avec K karaté, IAMY shop, shop.com. Donc ça sera sur la boutique. Là j'ai fait une offre exceptionnelle pour obtenir des précommandes, ce qui permettra aux personnes de télécharger la version PDF et pourquoi pas d'avoir leur retour justement, s'ils aiment, s'ils n'aiment pas, s'ils apprécient, etc. Ce qui permettra de promotionner le livre papier avec plus de possibilités, quoi. Voilà. Parce que je pense que ce livre il est accordé au temps et qui va être très utile pour les uns et les autres, d'autant que voilà, il ne faut pas être nécessairement scientifique ni un expert en développement personnel pour le comprendre. Voilà. Alors, bon, dans le livre, il y a quelques schémas, mais il n'y a pas les liens. Il faudra aller les retaper ailleurs. Mais moi, j'invite ceux qui écoutent déjà d'aller sur YouTube. Vous avez tout un tas de vidéos sur votre chaîne, c'est des vidéos vous êtes dans votre voiture la dernière, hein? Je sais pas où voilà, oui, parce que comme j'habite un masque un peu petit, et là, mon frère cadet est venu
s'installer avec sa fille, donc l'espace est beaucoup occupé. Du coup, je filme en voiture. En plus, j'ai découvert que grâce à un jeu d'ombre, etc., je peux avoir un éclairage plutôt complet, agréable pour les vidéos. Donc, dans la voiture, c'est l'aspect pratico-pratique à ce jour. Oui, il y en a beaucoup qui filment dans leur voiture. Alors, extrait d'une conversation, vous avez des extraits aussi à la fin de votre livre d'une conversation avec D. On sait qui est ce D avec un grand D. Voilà, c'est Conversation avec Dieu. Donc, quand j'ai lu le livre de Neil Walsh, ça confirmait en fait l'expérience que je vivais moi aussi. Et c'est une expérience que en fait tout le monde peut avoir. C'est simplement le fait que c'est nous, avec nos filtres, que peut-être on s'empêche d'avoir une conversation avec Dieu telle que Neil Walsh l'a démontré ou montré à travers ses livres. D'accord. Et que j'ai personnellement expérimenté. Quand j'ai vu ce livre de l'auteur américain, j'ai dit oui, mais c'est bien sûr, donc je suis pas fou, donc ce que je vis est pas normal, mais encore que oui, c'est normal, quoi. Bon, voilà. Je vous remercie, Michel Hull, U2L, à retrouver sur le net. Des émotions à l'absence d'aimer et aimer mieux à aimer plus. C'est un peu long comme titre. Il faudrait trouver quelque chose de plus court. Mais sinon, sur YouTube. Merci beaucoup. Vous avez une citation en quelques mots pour terminer l'émission? Une citation, non, mais... Il nous reste 30 secondes. Eh bien, je tiens à vous remercier pour m'avoir pour cette première interview, ainsi que les auditeurs et auditrices qui nous auront suivis le long de cette émission. Voilà, d'avoir écouté jusqu'au bout et de les avoir rencontrés par téléphone interposé. Merci beaucoup, Michel Hull. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.